Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35. Notre invité ce matin, Thierry Breton, ancien ministre de l'économie et des finances et ancien commissaire européen. Thierry Breton, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ancien ministre de l'économie et des finances. Je vais commencer avec ça. Nous parlerons de l'Ukraine, nous parlerons des 100 jours de Trump, évidemment. Mais Thierry Breton, pourquoi ? Parce que les chiffres sont là et la réalité, désindustrialisation, fermeture d'usines, on le constate en France, toujours des fermetures d'usines, avec un chômage qui remonte, avec une dette qui s'accroît. Est-ce que la situation devient intenable en France ? Intenable non, mais préoccupante bien entendu. Bien entendu, ça date pas d'aujourd'hui. Vous venez du reste évoquer la dette. Oui. Vous savez, la dette, c'est un indicateur très clair. Quand on est surendetté, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Mais quand on est surendetté, on dépend de ses créanciers. La France, aujourd'hui, est surendettée, elle dépend de ses créanciers. La France, aujourd'hui, parce que précisément, depuis 2007, on a laissé dériver la dette comme jamais, 3300 milliards aujourd'hui, Oui. eh bien, la France, aujourd'hui, d'abord, a une voix qui porte beaucoup moins, évidemment, par rapport, je rappelle qu'on est quand même le dernier élève de l'Europe en matière de maîtrise des déficits. Évidemment, quand on est dans un club à 27, il faut montrer l'exemple. Quand on ne montre pas l'exemple, il ne faut pas se... Donc on est moins influent aujourd'hui, la France est moins influente. Mais bien entendu, on est moins influent parce que précisément, quand on est dans un club comme le club européen, qui est plus qu'un club, c'est un projet, c'est notre projet d'avenir, il y a des traités. Il y a des traités qui nous unissent, on doit les respecter. Chacun doit respecter ces traités. Et ceux qui ne respectent pas les traités sont montrés du doigt. Eh bien oui, et croyez-moi, ça ne me fait pas plaisir de vous dire ça ce matin à votre micro. C'est la raison pour Eh bien laquelle... oui, la France aujourd'hui est montrée du doigt parce que nous n'arrivons pas à réformer nos finances publiques et parce que nous n'arrivons pas à réformer notre dépense. Je dis bien notre dépense, Jean-Jacques Bourdin. Est-ce qu'il est possible, alors je vous pose une question, est-ce qu'il est possible justement de retrouver un équilibre dans les dépenses publiques et dans notre budget mais je vais vous dire les un choses équilibre autrement. budgétaire. Je vais vous dire les choses autrement. C'est pas possible, c'est juste indispensable. Aujourd'hui, songez, pour nos auditeurs, qu'on tourne, si vous me permettez cette expression, à 150 milliards d'euros de déficit par an. Parce que, évidemment, à 6% de déficit, ça fait 150 à 180 milliards dans la dette tous les ans, supplémentaires. Donc, on va pas pouvoir continuer comme ça éternellement. Mais je voudrais vous donner quelques chiffres pour voir de quoi on parle. Aujourd'hui, la France fonctionne en dépensant, en gros, 1600 milliards d'euros. On dépense par an 1600 milliards d'euros. Le budget de l'État, le simple budget de l'État, des administrations, des ministères, c'est 350 milliards. Le budget de la dépense sociale, on est très attaché évidemment à notre modèle social, il faut le préserver. Un modèle social qui comprend évidemment les retraites, c'est 900 milliards, c'est 3 fois le budget de l'État. Alors vous allez me dire qu'aujourd'hui, on cherche 40 milliards. Oui. On va pas trouver 40 milliards dans 1600 milliards de dépenses? Mais enfin, où on est, Jean-Jacques Bourdin? Quel pays est-on devenu? On va pas trouver 40 milliards d'économies dans une dépense totale pour la France de 1600 milliards. Vous pensez bien qu'effectivement, les autres pays qui nous regardent se posent la question que je vous pose ce matin au micro. Ça va durer combien de temps? Eh bien, il faut maintenant prendre ce sujet à bras le corps. Il faut faire en sorte qu'on mette ce sujet sur la table. Je me réjouis du reste. J'applaudis que le Premier ministre ait voulu le faire, veuille le faire, et notamment à l'occasion de ce conclave. Parce qu'il faut parler des chiffres. Il faut avoir des vrais chiffres. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui sont fournis par la Cour des comptes aujourd'hui de Pierre Moscovici. Car les chiffres qu'il donne sur la retraite, les déficits de retraite, sont beaucoup plus voisins de ceux que donne le Premier ministre que la Cour des comptes. Je dis ça en passant, parce que c'est bien, encore une fois, chacun a le droit de s'exprimer, on peut challenger, mais c'est bien de mettre ces chiffres sur la table pour qu'enfin on soit tous conscients de la situation dans laquelle nous sommes. Il y a urgence. Pour vous, il y a urgence. Éric Lombard, le ministre de l'économie, sera mon invité demain matin, à votre place. Et je lui poserai la question, parce que on cherche 40 à 50 milliards d'euros pour le budget, pour le prochain budget 2026. J'ai l'impression que le gouvernement n'arrive pas à trouver 40 à 50 milliards. Vous me disiez, sur 1600 milliards, c'est rien, 40 à 50 milliards. C'est des montants importants. Oui. Mais vous voyez... Mais je ne vois pas les mesures permettant. On ne prend pas les réformes qu'il faut. Le drame de notre pays, si vous permettez, c'est que nous sommes déjà le pays qui a le plus haut taux de prélèvement obligatoire. Oui. C'est nous qui avons le plus d'impôts. Oui.
Donc on ne peut pas aller plus loin. Et qu'est-ce qu'on entend encore aujourd'hui? Ah ben tiens, on va supprimer de 10% l'abattement sur les retraites, ça veut dire de l'impôt supplémentaire. Ah ben tiens, Madame Montchalin nous dit, ah ben je vais arrêter ces niches, ces fameuses niches. Oui. Alors les niches, je rappelle que c'est les parlementaires qui les ont voté. C'est généralement qu'il y a un intérêt social derrière. Ça veut dire qu'on augmente l'impôt. Ah ben tiens, on va finalement réaugmenter l'impôt des uns ou des autres. Mais attendez, avant de se poser la question, il faudrait dire maintenant, on arrête d'augmenter les impôts dans ce pays, on arrête de pressuriser nos compatriotes une bonne fois pour toutes, et on se pose la question, d'où dans ces 900 milliards dont je viens de parler. C'est-à-dire qu'il faut d'abord commencer à s'attaquer là où il y a le plus grand montant de dépenses, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Et quand vous avez un problème de cette ampleur, vous n'allez pas commencer à vous attaquer là où il y en a le moins. Commencez à vous attaquer là où il y en a le plus. Essayons de faire la même chose. Vous n'allez pas me faire croire qu'on ne peut pas faire la même chose en faisant quelques pourcents d'économies. C'est bien de ça dont il s'agit. Oui, mais il faut se mettre autour de la table. Ces économies, oui, mais Jean-Jacques Bourdin, on réduit le nombre de fonctionnaires. Non, je regardais les chiffres. Ça augmente d'année en année, le nombre de fonctionnaires dans notre pays. Jean-Jacques Bourdin, c'est bien, c'est donc bien, non pas une solution, et c'est pas ce que je vais vous dire à votre micro. Vous avez fait référence que j'ai été ministre de l'économie et des finances. Je me suis attaqué à ce problème en son temps, avec Jean-François Copé, qui était le ministre délégué au budget. Et tous les deux, on s'est attaqué. Qu'est-ce qu'on a fait? C'était 1000 chantiers que nous avons lancés. C'est encore une fois de multiples actions qu'il faut mener, et pas uniquement une action qui va tout de suite être prise pour ostraciser les uns contre les autres. Donc on est dans un pays, encore une fois, vous savez, il faut se poser des questions, il faut les voir de façon très lucide, et sans jeter l'anathème sur quiconque, mais voir pourquoi, comment se fait-il que nous en soyons arrivés là, et que nous soyons le seul pays d'Europe dans cette situation. Comment se fait-il, Jacques Bourdin? Je vais vous dire, il faut avoir le courage de dire les choses. La dette a été inventée en France, sous François Mitterrand, à partir du moment où il prend le pouvoir, et encore une fois, c'est un constat, il a voulu inventer, vous savez, cette fameuse troisième voie, en disant on va travailler moins et gagner plus. Et donc, on va commencer par réduire la durée du temps de travail de 65 ans pour le départ à la retraite à 60 ans. Il initie effectivement ses réflexions sur la réflexion de la réduction du temps de travail. Vous faisiez référence aux fonctionnaires. Il va embaucher 1 900 000 fonctionnaires dans la fonction publique, en particulier territoriale. Eh bien, tout ça, comme on n'a pas augmenté la compétitivité et la productivité de notre pays, on a payé par de la dette. Lorsqu'il vient au pouvoir, c'est 20% de dette que la France a d'endettement. Lorsqu'il quitte 14 ans plus tard le pouvoir, c'est 53%. La dette de la France a été inventée pour payer précisément un modèle social auquel nous sommes certes très attachés, mais que notre économie ne peut pas financer. Donc il faut se poser la question, comment on fait pour garder ce modèle social, mais en utilisant toutes les techniques, toutes les technologies, et Dieu sait qu'il y en a qui produisent de la compétitivité, de la productivité, eh bien pour travailler autrement. Faute de quoi? Vous savez ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec Madame Liz Truss, la première ministre éphémère, qui a été rattrapé par les marchés. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a maintenant 3 semaines aux États-Unis, lorsque le président Trump, tout feu tout flamme, nous annonce qu'il lance la guerre contre le monde entier sur ces fameux tarifs douaniers. Il est rattrapé par qui? Par les marchés, qui nuitamment lui disent rattrapé par les marchés. La France a ce risque, évidemment, quand on a ce niveau d'endettement. Je ne dis pas qu'elle va l'être aujourd'hui, mais si on continue, bien sûr que ça risque de nous arriver. Est-ce que vous voyez, on va passer à Donald Trump, est-ce que vous voyez un homme politique ou une femme politique aujourd'hui défendre ce que vous venez de dire? Oui, bien sûr. Et proposer Cyril Hanouna, certainement. Oui. Voilà. Vous avez une autre question, Jean-Jacques Bourdin? Non, mais je parle pas de Cyril Hanouna. Tout ça, c'est bidon. Hein. Oui, bon, voilà. Mais est-ce que ça dénote pas une société un peu désemparée? Non, mais j'ai plaisanté, évidemment. Vous l'avez compris. On parle de sujet. Non, mais on parle de sujet très grave. On parle de sujet très grave ce matin. Et évidemment. Je ne vois pas Cyril Hanouna proposer. On parle de sujet très grave, parce qu'en fait, il s'agit évidemment de notre pays. Il s'agit vraiment d'une situation qui est une situation. Est-ce que vous voyez un homme ou une femme politique, Thierry Breton? Je ne sais pas répondre. Oui, je le défends parce qu'encore une fois, j'ai été un acteur. J'ai été un acteur de ce dont on parle. Vous pourriez être un acteur dans le futur, Thierry Breton?
Jean-Jacques Bourdin, vous posez des questions ce matin, passer de Cyril Hanouna à Thierry Breton, on va peut-être reparler de Donald Trump, si vous le voulez bien. Bon, d'accord. Donc, vous voulez pas répondre sur votre avenir politique. Personne. Il y a une chose que j'ai appris dans la vie, c'est que l'avenir des personnes n'est pas inscrite. Bon, d'accord. Ah, c'est intéressant, c'est vrai. Vous avez bien raison. Selon les circonstances. Exactement. Exactement. Alors, ça, c'est très intéressant. Thierry Breton, Donald Trump, 100 jours de pouvoir. Que dites-vous? Quel bilan tirez-vous de ces 100 jours? C'est un tsunami mondial. C'est 100 jours. Ces 100 jours qui devaient changer la face du monde, ben oui, ils changent un peu la face du monde. En tout cas, d'un point de vue économique, c'est assez inédit, je crois, dans l'histoire économique. Ça va rester, me semble-t-il. Comment un homme, Jean-Jacques Bourdin, a pu créer un tel tsunami sur la planète financière, c'est absolument inédit. D'habitude, quand on a des crises qui arrivent, c'est généralement pour des raisons macroéconomiques. On l'a vécu avec les subprimes, avec l'endettement. Voilà. Mais là, en 1929, c'est vraiment un homme qui va décider, alors que l'économie américaine, je tiens à le redire à votre micro, le président Biden a laissé une situation dans son pays, avec une situation économique qui était une bonne situation économique. Alors, bien sûr, il y avait le problème des déficits, ça c'est clair. Là aussi, les États-Unis tournent à 6%, très endettés, 33 000 milliards de dollars de dette, très endettés à 6%. Et il faut très endettés, bien entendu, mais aussi avec des déficits à 6%. Tiens, comme la France, c'est pas tenable. Et là, il a raison de le dire, le président Trump. Mais au fond, la situation était assez brillante à part ça, d'un point de vue économique, je dirais, au niveau de la croissance, au niveau de l'emploi, évidemment, au niveau du pouvoir d'achat. Et là, patatras, il déclare la guerre. L'inflation a baissé ces dernières semaines. Très faiblement, et vraisemblablement à cause de surstockage aujourd'hui, on le sait. Donc attention au message. L'inflation a baissé très fortement à 2,4%. Vous avez raison. Mais quand vous interrogez par contre, quand vous interrogez les acteurs, ils ont tous, à plus de 70% des anticipations d'inflation, et vous le savez. Donc, bien entendu, la politique qu'il vient de déclarer est une politique qui est à moyen terme, est une politique inflationniste, on le sait, alors que il s'est fait élire précisément comme étant celui qui allait réduire l'inflation. Regardez ce qui se passe pour le prix des œufs, pour le prix maintenant des habits, pour le prix des vêtements, pour le prix de l'électronique, etc. Est-ce qu'il n'a pas inventé une nouvelle démocratie, si je puis dire, démocratie entre guillemets, en gouvernant par décret, parce qu'il gouverne par décret? Oui, mais combien de temps durent ces décrets? Vous savez très bien qu'aux États-Unis, il y a les décrets, puis après ça, on est rattrapé. On est rattrapé par le check and balances, comme on dit. Donc là, effectivement, il a émis plus de 130 décrets. Est-ce que c'est une forme d'oligarchie qui est au pouvoir? En tout cas, je ne sais pas, on ne peut pas dire ça, parce que c'est plutôt, je pense que plutôt qu'une oligarchie, je l'ai pratiqué. Alors d'abord, c'est le président des États-Unis, donc moi j'ai toujours du respect pour les présidents élus, donc par définition. Mais enfin, il est plutôt, dans son comportement, plutôt autocrate que même les oligarques, je suis pas sûr que il les apprécie énormément, même s'il les prend autour de lui, un peu comme vous savez, au début du XXe siècle, les barons voleurs, ceux qui entouraient effectivement le président des États-Unis, et à l'époque c'était les Roosevelt, Vanderbilt et autres, Thierry Morgan. Vous connaissez bien l'Amérique du Nord, au sens large, vous connaissez bien le Canada, élection de Mark Carney. Alors voilà, ça c'est l'effet Trump. Ça, c'est l'effet Trump à 100%. Mark Carney n'aurait jamais dû être le Premier ministre. Mark Carney. C'est l'ancien gouverneur du Canada et gouverneur également de la Banque d'Angleterre. C'est un technocrate. C'est un peu, si vous voulez, un Mario Draghi, si vous voulez. Donc, mais évidemment, qui connaît bien les questions financières. Il n'aurait jamais dû être élu. Normalement, c'était Monsieur Poilievre, qui est beaucoup plus radical et un peu trumpiste, disons, voilà. Eh bien, il a été battu. Il a été battu pourquoi? Parce que précisément, McCartney s'est présenté comme le candidat anti-Trump. Et on voit bien que tous ceux qui s'étaient un peu précipités, vous savez, bruyamment, sur les réseaux sociaux, en se faisant des selfies, des petites vidéos dans les avions, en disant j'y vais, j'y suis. On les entend plus aujourd'hui. On l'entend plus parce que voilà ce qui se passe. Parce qu'effectivement, l'effet Trump, et ça c'est quand même un premier effet, c'est que c'est tellement cataclysmique d'un point de vue économique. D'abord pour les États-Unis, je le dis, c'est les premiers qui vont payer. C'est les premiers qui vont payer. Je vous donne un exemple. Il a augmenté de 10% les droits de douane. Les droits de douane mondiaux, ça c'est resté.
mais 10% les droits de douane mondiaux. Les États-Unis importent 3200 milliards de produits par an. Ça veut dire qu'il vient de créer 310%. En gros, c'est 320 milliards. Donc 320 milliards, donc 10% sur 320 milliards de droits de douane. Qui paye ces droits de douane, Jean-Jacques Bourdin? Le consommateur, dans les supermarchés, chez Walmart, chez Best Buy, chez Radio Shack. Le consommateur, c'est évidemment, et notamment, c'est les plus démunis. Donc il vient de créer un impôt sur ses concitoyens. Direct, et pour ça, pour ce qu'il veut, effectivement, avec cet argent, baisser l'impôt sur les sociétés. Donc il baisse l'impôt sur les sociétés, il va le baisser de 30 à 15%, et il fait payer ça par les plus pauvres. Donc modestes. Ça, vous voyez, tous ceux qui sont allés se précipiter à Mar-el-Lago, à Washington, et notamment pour l'investiture, vous les entendez plus aujourd'hui. Vous les entendez plus. Pourquoi vous les entendez plus? Parce qu'évidemment, on voit que le modèle de Trump, ça ne fonctionne pas. Est-ce que l'Europe a raison d'être un peu attentiste actuellement? Alors, l'Europe est trop mutique pour moi. Il faut parler dans ces moments-là. Qu'est-ce qu'il faut dire? L'Europe est une dynamique. L'Europe, c'est un projet plus qu'un projet. Oui. L'Europe, c'est notre projet politique, c'est notre vivre ensemble. L'Europe doit effectivement en permanence parler. Et je le dis de façon claire, nous devons parler d'abord pour dire de façon extraordinairement précise que dans ces négociations qui s'ouvrent, puisqu'on a maintenant 90 jours pour les mener, on ne sait pas trop où on en est du reste, eh bien, il y a des éléments qui sont absolument non négociables, Jacques Bourdin. D'abord, on ne touche pas à notre démocratie. On ne touche pas à notre intégrité territoriale. Vous avez vu toutes les discussions qu'il y a eu, notamment sur le Groenland. Et sous-entendu, eh bien, je vais vous mettre des droits de douane, et puis si jamais vous voulez qu'on les baisse, vous allez me donner ci, ça m'intéresse, ou ça. Ça, c'est hors de question, évidemment. On ne touche pas non plus à notre intégrité démocratique. Quand on vote des lois, je pense en particulier aux lois du numérique, qui régulent aujourd'hui, qui organisent, non pas qui privent la parole, comme certains extrémistes ont voulu le dire, pour suivre comme des caniches ce que disait à l'époque Elon Musk. Non, c'est tout simplement pour protéger nos enfants dans l'espace informationnel, pour protéger nos démocraties. Eh bien, quand on entend certains à la Maison-Blanche dire « Ah ben écoutez, on va baisser les droits de douane si jamais vous retirez cette loi ou cette loi ». Mais ces lois, Jean-Jacques Bourdin, elles ont été votées de façon démocratique par le Parlement européen. 90% des députés ont voté les lois sur le numérique. 90%, y compris ceux maintenant qui ont été un peu bruyants sur le thème que c'était soi-disant, alors qu'ils les ont votés pour la plupart d'entre eux, soi-disant un candidat. Le Rassemblement national les a votés ? En tout cas, je peux vous dire que j'en ai pas vu un seul qui a voté contre. Oui. Donc ça veut dire sans doute quelque chose. Donc ça veut dire effectivement que, voilà, il faut pas être une girouette quand on fait de la politique. Bon. Et ça, c'est une bonne leçon, me semble-t-il. Il vaut mieux garder son cap. Et son cap, aujourd'hui, c'est préserver les intérêts de l'Europe et préserver, bien entendu, les intérêts de la France, mais pas trop être sensible aux sirènes, qu'elles viennent de l'Ouest, ou de mon regard, ou de l'Est. Oui, Thierry Breton, justement, de l'Est. L'Europe de la défense, je vois pas beaucoup d'avancées ces derniers temps. Et puis, j'avais entendu, moi, la coalition des volontaires. Oui, mais la coalition des volontaires, c'était quoi, au départ? La Grande-Bretagne, la France, qui voulaient préparer une présence militaire en Ukraine pour garantir la paix. Après, évidemment, négociation de paix avec la Russie. Bien, mais les Britanniques commencent à reculer. Ça ne marche pas du tout pour l'instant, cette coalition des volontaires. L'Europe, où est-elle? Eh bien, je vous donne un peu raison. L'Europe, je sais. L'Europe doit s'exprimer. Dans ce moment, nous sommes dans un moment historique, Jean-Jacques Bourdin. Mais Historique, et on vient de parler, évidemment, de ce qui se passe, je dirais, de rentrer dans ces négociations, y compris ces négociations commerciales, en étant fort de ce que nous sommes. On est 450 millions. On est l'un des tout premiers marchés au monde. Et donc, il faut évidemment peser de notre poids. Et pour ça, il faut le dire, il faut le faire savoir. Et je trouve, quelle est la voix de l'Europe ? Qu'aujourd'hui... Qui parle au nom de l'Europe aujourd'hui ? Ça doit être Ursula von der Leyen. Elle ne le fait pas. Elle le fait ou elle ne le fait pas, Eh bien, il faut, et je le dis aujourd'hui, il faut évidemment qu'on l'entende davantage, y compris... Alors, on sait que pour l'instant, Donald Trump ne veut pas la recevoir. Bon, alors ça y est, ils se sont croisés sur la place Saint-Pierre ce week-end. Donc voilà, c'est bon. Enfin, il l'a pas reçu depuis le 21 janvier 2020. J'étais là, du reste, à cet entretien. C'était à Davos.
hausse. Depuis, plus rien. Bon, elle représente quand même l'Europe, elle représente les 450 millions de nos concitoyens. Bien sûr qu'il faut qu'elle s'impose, y compris dans ces discussions, c'est une évidence. Mais au-delà de ça, il y a évidemment ce qui se passe en Ukraine, et c'est la raison pour laquelle nous sommes évidemment dans cette discussion au centre des enjeux. Parce que d'abord, c'est évidemment l'Ukraine dont il s'agit, c'est une évidence. Mais derrière, c'est l'Europe. Ça se passe sur notre continent. Et on sait que nous soutenons, nous, à juste titre, l'Ukraine dans son combat contre cette guerre d'agression qui a été voulue par Vladimir Poutine. Nous sommes du reste, les 27, ceux qui avons le plus contribué au sa soutien. Et c'est normal, parce que ça nous concerne, Jean-Jacques Bourdin. Donc aujourd'hui, il faut évidemment que l'Europe s'impose pour être à la table des négociations, à la table des discussions. Alors ça s'ouvre, ça s'élargit un peu. Enfin, on a réussi à sortir de ce face-à-face qui était quand même un peu surréaliste, qui était plus qu'un face-à-face, c'était plutôt un côte-à-côte, du reste, entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Donc voilà, maintenant, grâce aux les efforts... avoirs russes ne sont toujours pas gelés. Oui, mais ça, on en a déjà parlé, je pense qu'il ne faut pas le faire aujourd'hui, c'est trop facile. On en a déjà parlé à votre micro, je vous ai donné ma position là-dessus, d'ancien ministre des Finances. Je pense que c'est extrêmement, il faut le garder ensuite dans les éléments de négociation, à partir du moment où on aura signé un cessez-le-feu. C'est Vladimir Poutine qui dicte le tempo, pardon. Lui dit, moi, je vais observer une trêve entre les 8 et 10 mai. À cause du 9 mai, ça ne trompe personne. Ça ne trompe personne. Mais oui, peut-être. Mais lui dit, moi, j'observe une trêve et les autres se débrouillent. On va espérer... on voit Trump qui dit, moi, je veux une trêve permanente. Alors, Jean-Jacques Bourdin, on va prendre les problèmes, si vous voulez bien, les uns après les autres. D'abord, je le redis, il est absolument indispensable que l'Europe, désormais, s'impose. Alors, c'est très bien, vous l'avez rappelé, il y a la coalition des bonnes volontés, the coalition of the willings, comme on dit, qui est présidée ou pilotée par le Premier ministre britannique Keir Starmer et le Président de la République. Non, mais c'est important parce qu'encore une fois, il faut discuter. Elle est fragile, là. Il faut discuter, je ne dis pas qu'elle est fragile, il faut discuter, se mettre en place pour l'architecture de sécurité à partir du moment où il y aura un cessez-le-feu qui, on l'espère, pourra nous conduire... Un cessez-le-feu il est absolument... Franchement, est-ce que vous y croyez? Oui, il est absolument indispensable que nous le demandions et nous le réclamions. Qui, nous? C'est bien sûr, d'abord les Ukrainiens, l'Europe et désormais les États-Unis. Et donc maintenant, enfin, nous sommes alignés, les trois, et les trois le demandent haut et fort. Il n'y en a plus qu'un qui résiste, c'est Poutine. Alors il nous donne 3 jours, en fait c'est pour célébrer évidemment le 80e anniversaire de la libération, enfin plutôt pour les Russes c'est le 9 mai, non pas le 8 mai. Hein. C'est le 9 mai parce que c'est signé à 1h du matin, le matin du 9 mai. Très bien. Bon, mais il n'en demeure pas moins que c'est effectivement événement qui est un événement qui est l'équivalent de notre 14 juillet, c'est une grande fête en Russie. Bon, très bien. Il fait ça pour des raisons de politique intérieure. Nous, on est maintenant d'accord, et c'est quand même peut-être ce qui s'est passé ce samedi dans la basilique Saint-Pierre, où enfin nous sommes d'accord avec les États-Unis, l'Ukraine et l'Europe pour dire qu'il faut commencer par avoir un cessez-le-feu avant de dire, avant de dire, voilà ce que je veux, moi, on sait ce qu'il veut Poutine. Très bien. Commençons par nous asseoir avec un cessez-le-feu et discutons ensuite des modalités de ce cessez-le-feu pour que ça conduise ensuite à un traité de paix. Est-ce qu'il faut lâcher la Crimée? Est-ce que les Ukrainiens devront lâcher la Crimée? On sait très bien que c'est une question, mais cette question, pardon de le dire, que c'est une revendication, un souhait de la part de Vladimir Poutine, c'est bien dans le cadre d'un cessez-le-feu qu'il faut négocier, mettre les éléments sur la table. Voilà ce que moi je veux, voilà où sont mes lignes riches, voilà. Et c'est comme ça que ça doit se faire, et non pas, voilà ce que moi je veux obtenir, et maintenant tout le monde s'aligne. Parce que ça, si on accepte ça, alors c'est le début de très graves problèmes en Europe, parce que rien ne l'arrêtera. Donc il faut qu'on résiste, effectivement. On verra ensuite, dans les cadres des négociations, Jean-Jacques Bourdin, on verra bien. Mais il faut engager ces négociations sous l'égide d'un cessez-le-feu. Il faut qu'on le revendique haut et fort. L'Europe doit se faire plus entendre pour le réclamer nuit et jour. Merci Thierry Breton d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Ça vous fait réagir, je sais. 0826 300 300. Patrick Roger, après le journal de 9h.